Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la théorie de l'émission et de l'intromission. On va faire un petit détour par l'Antiquité grecque. On a déjà vu que pour certains neuroscientifiques, c'est la complexification d'un système qui mène à la conscience après un certain niveau de complexité justement atteint. On a vu également que cette approche bute contre une barrière logique, car comment, en ajoutant de la matière à la matière, on finit par avoir un système qui produit la conscience. Exemple déjà évoqué dans ma vidéo « Les ordinateurs sont des êtres conscients ?» point d'interrogation, celui des semi-conducteurs et des robinets, exemple cher à Bernardo Kastrup. Évidemment, quand on parle de semi-conducteurs, on se dit que dans l'infiniment petit ou l'infiniment complexe qu'on trouve sous la forme des milliards de semi-conducteurs dans nos ordinateurs, on pourrait peut-être bien voir émerger un jour la conscience dans une de ces machines. Car quel autre exemple de complexité plus abouti que celui-ci? D'ailleurs, ça me fait penser, il faudra que je vous raconte une histoire entre les téléphones portables et les cathédrales, qui est savoureuse. Mais on se rend vite compte que si on remplace les semi-conducteurs par des milliards de robinets interconnectés, car les semi-conducteurs sont en quelque sorte des robinets qui peuvent ou non laisser passer un courant, comme un robinet peut ou non laisser passer de l'eau, et il existe d'ailleurs même des ordinateurs qui fonctionnent avec des robinets, comme le fameux Moniac, vous trouverez la description sous la vidéo. Par contre, il est bien plus difficile d'imaginer la conscience émerger d'un tel système. Ce n'est pas d'un entrelac de robinets que va émerger la conscience d'un être nouveau, ou du moins, ce n'est pas ce qui nous paraît le plus évident. Il a donc fallu trouver un moyen d'éviter cet écueil logique d'une conscience émergente qui viendrait de la simple addition de composants en invoquant par exemple, comme le fait le neuroscientifique Christophe Koch, le panpsychisme, en le modernisant pour qu'il soit compatible avec la pensée scientifique actuelle. Dans cette approche qu'on a évoquée lors d'une précédente vidéo, il était question de la conscience qui se trouverait, selon Christophe Koch, dans chaque particule de matière comme une donnée fondamentale, au même titre que les atomes ont une masse. Ils auraient, selon cette théorie, une trace, même infime de conscience, et c'est leur agencement en structure complexe qui donnerait lieu à l'émergence de la conscience. Encore une fois, on fait appel à la complexité pour faire apparaître la conscience, mais en ajoutant une donnée à la matière. Une donnée qui est une supposition, une hypothèse de travail. Selon cette théorie, c'est celle de l'information intégrée, une fois une structure suffisamment complexe atteinte, un système pourrait commencer à produire de la conscience. Mais il existe une autre approche. Et pour vous en parler, j'aimerais faire un détour par la Grèce antique. En effet, de nombreux philosophes de cette époque croyaient que la vision se produisait grâce à des rayons lumineux émis par les yeux. Cette manière de voir le monde paraît complètement erronée aujourd'hui, tant il nous semble évident que la lumière vient du soleil et est reflétée par les objets que nous percevons. Face à la difficulté d'expliquer pourquoi on ne peut pas voir dans la nuit, avec cette théorie, certains philosophes comme Empédocle ou Platon expliquaient qu'il devait s'agir d'une interaction entre le feu intérieur de l'œil et la lumière extérieure et que les deux composaient la vision. Aristote, quant à lui, était fort critique de cette manière d'expliquer la vue et défendait la théorie de l'intromission, celle que nous avons adoptée aujourd'hui, qui veut que nous percevions la lumière du soleil reflétée par les objets et que notre œil ne projette rien. Pourtant, la théorie de l'émission, celle où la lumière viendrait de l'œil, bénéficiait de défenseurs prestigieux comme Euclide, qui a écrit un des premiers traités d'optique. Il comprend que la lumière voyage en ligne droite et répond à des règles géométriques. C'est cette théorisation appuyée par des lois géométriques précises qui vont faire de sa théorie la théorie dominante de la vision pendant près de 1000 ans, voire plus. Comme semblent le démontrer certains écrits de Léonard de Vinci qui montrent
qu'ils partageaient encore, à cette époque, cette théorie de l'émission. On peut voir avec cet exemple que ce n'est pas parce qu'une théorie est fausse, celle de l'émission, où la lumière viendrait de notre œil, que les calculs qui sont construits sur la base de cette théorie sont faux également. En effet, la géométrie euclidienne est encore utilisée aujourd'hui et son explication du déplacement de la lumière en ligne droite est correcte. Même s'il fallait voir la source de ce déplacement à l'envers. Donc, ce n'est pas parce qu'une vision du monde est fausse que les calculs qui en découlent sont forcément faux. En défense de la théorie de l'émission, on pourrait aussi dire que les Grecs n'avaient pas si tort. En effet, nous projetons énormément de choses sur le monde dit réel, car la vision que nous en avons est extrêmement limitée. Notre œil, qui ne voit net que sur une infime proportion de notre champ de vision, est constamment en train de balayer le paysage pour recomposer une image qui nous semble nette. Quand une forme répétitive nous est présentée, notre œil aura tendance à combler les éventuels trous dans cette structure, tout comme nous aurons tendance à interpréter des couleurs ou des tonalités selon une logique de vision plutôt que selon la vue pure et simple. Il y a un exemple qui illustre très bien ça, c'est l'exemple de l'échiquier d'Adelson. Sur cet exemple, on va voir que notre œil va interpréter à sa manière et selon une logique de répétition une information et nous en donner une interprétation entièrement fausse. Vous pouvez voir sur cet exemple qu'il y a une ombre projetée sur l'échiquier et notre œil continue à percevoir sous cette ombre des différences de tonalité entre les cases foncées et les cases claires. Notre œil va interpréter que les cases claires sont de la même tonalité que les cases claires hors de l'ombre. En réalité, si on compare les cases claires aux cases foncées à l'extérieur de l'ombre, on va voir que ces deux sont de même tonalité. En fait, notre œil corrige une information qui nous semble fausse en nous donnant une interprétation qui semble plus correcte. Mais dans la réalité, cette interprétation est erronée. Nous ne voyons donc pas la réalité, mais ce que notre œil veut bien nous faire voir, ou plutôt ce que notre cerveau veut bien que nous voyons. Il existe de nombreuses images d'illusions d'optique à ce propos. Parfois, au lieu d'ajouter des informations qui n'existent pas, nous allons éliminer ce que nous ne voulons pas voir. Il y a par exemple une expérience de ce type où on demande à quelqu'un de suivre un match de basket et d'essayer de se rappeler entre quels joueurs le ballon est passé en se remémorant les passes des joueurs au dossard blanc. À la fin de l'exercice, les gens se rappellent plus ou moins bien des passes des joueurs, mais n'ont pas vu qu'une personne déguisée en gorille est entrée sur le terrain, a fait des mouvements et des pas de danse et est repartie. Évidemment, ce n'est pas l'œil qui n'a pas vu, c'est le cerveau qui a décidé de ne pas voir. Mais on pourrait tout aussi bien dire, avec le savoir de l'époque, que notre œil n'a pas éclairé la scène du gorille. Maintenant que vous connaissez le truc, vous ne vous y ferez pas prendre, mais allez sur le lien en description sous la vidéo et demandez à quelqu'un de votre entourage de compter les passes et vous verrez si, oui ou non, il aperçoit le gorille qui apparaît dans le champ de la caméra. Mais qu'il s'agisse d'intromission ou d'émission, les Grecs ne connaissaient pas le rayonnement électromagnétique et ne pouvaient imaginer que la lumière en faisait partie et que notre œil ne pouvait en percevoir qu'une infime portion que nous appelons la lumière visible. Tout le reste du rayonnement est invisible à nos yeux. D'ailleurs, en regardant l'échelle du rayonnement électromagnétique des ondes radio au rayon gamma, on se rend compte de l'infime portion de rayonnement que notre œil est capable de voir et qui compose la totalité de notre monde visuel. En deçà et au-delà de ces limites, nous sommes tout simplement aveugles. Et c'est là que j'aimerais en venir. Nous avons donc un organe, l'œil, qui est équipé pour interpréter cette infime partie d'un rayonnement extérieur invisible, un rayonnement inconnu des humains pendant des millénaires, qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle. Si, comme le décrit Christophe Corr, la conscience est partout,
ce n'est peut-être pas l'agencement complexe de notre cerveau qui produit la conscience, comme l'œil ne produit pas la lumière, mais le cerveau serait un organe qui interprète une des données fondamentales de l'univers, comme le sont les ondes électromagnétiques, et qui ne peut interpréter qu'une infime partie de la conscience qui est partout, mais qui est invisible ou inconnue. Peut-être que notre interprétation d'un cerveau créateur de conscience sera regardée comme naïve et ridicule, comme nous jugeons la manière qu'avaient les Grecs de comprendre la vision comme naïve et ridicule. Pourtant, ça n'a pas empêché Euclide de faire des calculs géométriques corrects, tout comme la possibilité d'une conscience extérieure à notre cerveau n'empêche pas et ne contredit pas forcément la science actuelle qui mesure une activité neuronale dans notre cerveau. La mesure ne veut pas dire la cause, ce n'est pas parce qu'il y a des neurones qui échangent électrochimiquement dans notre boîte crânienne que ces neurones produisent de la conscience. Leur activité révèle peut-être le travail de traitement de données qui serait extérieur à nous. Notre cerveau serait dans ce cas un organe plus proche d'un œil qui prend des informations venues de l'extérieur plutôt qu'un organe qui produit la conscience. Peut-être également que c'est un peu des deux. Notre cerveau traite une information extérieure, mais produit une réflexion, fait des analyses et arrive à des conclusions. Pour contredire cette théorie d'un cerveau capteur plutôt que producteur de conscience, les tenants de l'émergentisme rétorquent souvent qu'on voit bien que c'est le cerveau qui produit la conscience, car s'il vous arrive un accident qui endommage votre cerveau, vous ne serez peut-être plus conscient. Pourtant, cet argument ne tient pas longtemps devant le fait qu'un système complexe n'est pas forcément un système producteur, mais peut-être un système transformateur. Si vous cassez un poste de radio, celui-ci ne sera plus capable de produire un son ou de transmettre de manière efficace les ondes radio. Pourtant, il ne viendra à personne l'idée que la musique vient du poste de radio lui-même. Nous savons bien que la musique continue d'exister tout autour de nous, portée par des ondes invisibles, et que la mort du poste de radio n'est pas la mort de l'émission de radio. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.